Il est temps que je sois honnête avec vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vlogué et en fait quand vous regardez sur cette chaîne, mon dernier vlog date de mi-août avec le dernier vlog sur l'Italie que je vous invite à aller voir si vous voulez voir des paysages incroyables et aussi mes très bonnes lectures. Bref, ceci étant dit, ça fait du coup plus d'un mois à peu près que je n'ai pas vlogué et j'avais très envie de le faire. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup où en fait je prends le temps et où il y a plus d'instantanéité qu'une vidéo bilan où du coup c'est mes réflexions plutôt à froid. Là ça va être à chaud et comme vous l'avez vu avec ce titre et cette miniature, il est temps que je sois honnête avec vous. La chaîne a fêté au moment où vous allez voir cette vidéo les 3 ans de cette chaîne et j'ai décidé un petit peu de faire une rétrospective qui a donné lieu à la vidéo que vous avez vue et surtout un petit peu en off, en coulisses, je me suis amusée à regarder toutes les vidéos que j'avais faites dans lesquelles je disais que j'allais lire tel ou tel livre. Donc il y a évidemment les vidéos pâles, ça c'est plutôt classique, mais il y a aussi des vidéos plus particulières, comme par exemple dans la vidéo que j'ai adoré faire sur la fantaisie historique. À la fin, je me notais quelques titres que j'avais envie de lire et de découvrir. Force est de constater que je ne l'ai pas fait et force est de constater, je vous les mets à l'écran maintenant, que sur ces multiples livres présentés, il y en a plein que j'ai pas lus. Je vous ai réparti ça en 2 catégories. Les livres que je n'ai pas lus mais qui sont dans ma palle physique. Il n'y en a que 2. Et les autres livres qui ne sont jamais rentrés dans ma palle. Donc j'ai décidé de remédier à ça et j'ai décidé de faire un vlog avec vous où j'étais honnête, où déjà on allait poser ça. C'est des livres qui sont des promesses non tenues, ce qui n'est pas très grave déjà. Voilà, relativisons, ça reste de la lecture, mais je me suis dit que ça faisait un thème de vlog vraiment très sympa, en tout cas moi qui me donnait très envie de tourner et du coup de lire des vieux livres entre guillemets, de peut-être avancer dans mes promesses et le reste va être lu. Peut-être que si ce vlog vous plaît, il y aura peut-être une partie 2, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2 où je lirai les autres livres qui n'auront pas été lus. Je précise aussi que j'aimerais bien faire ce vlog thématique avec évidemment les autres livres, donc une partie 2, parce que là je me suis arrêtée à décembre 2024. Donc il y a toute l'année 2025 qui n'est pas comptabilisée et répertoriée dans cette vidéo et j'aimerais bien faire ça aussi avec tous les livres que vous m'avez conseillés. Il y en a quand même pas mal, je les note à chaque fois sur un fichier. Je me dis que ça peut être aussi pas mal d'aller les découvrir. Bref, trêve de blabla et commençons cette vidéo. Je tiens à préciser que quasiment aucun des livres qui me donnent envie dans cette palle, entre guillemets, ne sont disponibles sur Audible. Donc je suis un petit peu embêtée, ça va être que des lectures papier, ce qui n'est pas très grave en soi, papier ou numérique, mais je vais avancer un petit peu moins vite que si j'avais pu écouter un de ces livres en audio moins vite. Ça veut dire que je vais devoir prendre plus de temps et que le vlog va devoir s'étaler un petit peu plus longtemps, histoire que j'ai des choses à vous raconter, mais aussi pour vider cette palle ou cette liste. On va parler de liste, ça sera plus simple parce que palle, il y a un côté très court-termiste qui, on va pas se mentir, ne correspond pas du tout à cette liste. Bref, j'ai donc décidé de choisir 3 livres dans cette liste, ce qui est déjà pas mal, et je vais vous les présenter au fur et à mesure que je les commence, histoire de garder un petit suspense. Le premier livre n'est autre que La Cité des Dames de Christine de Pisan que j'ai mis, je pense, dans toutes mes palles commencées en septembre. Donc dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, je suis pas très sûre d'ailleurs. On va vérifier ça tout de suite avec mon carnet de palles. Il y est pas, ma foi. Bon, c'est pas grave. Et il est surtout dans ma palle des reliques du mois de septembre. Il est dans ma palle du, et ça j'en suis sûre parce que je viens de tourner cette vidéo, du Pulverse Challenge. Et donc, voilà, ce livre, il me fait très peur. J'ai peur de rien comprendre. J'ai peur d'être larguée totalement. Il fait, si on enlève toutes les notes de bas de page, enfin toutes les notes de fin de page, tous les trucs, il fait 350 pages. Donc c'est largement faisable de le lire sur une semaine, 10 jours, si j'intercale d'autres lectures. Je l'ai commencé.
Je l'ai commencé hier en allant sur Paris, donc un aller-retour sur Paris, et j'ai lu 82 pages, ce qui n'est pas totalement vrai, parce que j'ai pas lu en gros les 26-27 premières pages qui est l'introduction du livre, introduction qui n'est pas écrite par Christine de Pizan. Je sais même pas par qui est écrite cette introduction. Bref, donc j'ai quand même lu une 50aine de pages, et donc je peux vous en parler. Pour le moment, je comprends tout. C'est déjà pas mal. J'ai énormément de choses à vous dire sur ces 50 premières pages. Je comprends tout, je suis très soulagée. Par contre, je m'ennuie un petit peu. Et c'est vrai que j'en avais parlé avec une amie, d'ailleurs, si elle passe par là. Elle m'avait dit, c'est chiant à mourir. Et c'est un peu le cas. On va pas se cacher. C'est pour ça que je vous ai dit, là, il y a quelques secondes pour vous, que j'allais sûrement intercaler d'autres lectures et que ça allait pas être ma lecture principale parce que vraiment, c'est un petit peu chiant. En même temps, c'est chiant parce que Christine de Pizan, qui joue son propre personnage, qui est sa propre narratrice, rencontre 3 dames qui sont des envoyés divins. Il y a la raison, la droiture et justice. Et elle discute avec elle de théories féministes. Et en fait, le propos commence par Christine de Pizan. On a marre, donc le personnage Christine plutôt, en a marre de lire des livres sexistes de son époque. Donc elle écrit au Moyen-Âge, au XVe siècle. Et grâce à ces discussions avec droiture, raison et justice, elle va, c'est assez fictif du coup, mais elle va analyser les propositions sexistes et les 3 personnages vont lui montrer où sont les biais sexistes et du coup ça va construire l'argumentaire féministe de Christine. Et grâce à ça, c'est un peu les fondements de cette cité des dames qu'elle construit. Elle va inviter les figures historiques. Donc nous on est au XVe siècle, donc une figure historique dont on ne connaît pas grand-chose en vrai, figure historique et mythologique, parce qu'il y a pas mal de passages sur les Amazones, pour aller voir en quoi ces femmes étaient féministes malgré le fait que l'héritage et ce qu'on en retient les ait effacées, oubliées, ce qui est un thème assez moderne. Et c'est grâce à tout ça qu'elle va construire cette fameuse cité des dames qui n'est en fait que allégorique, métaphorique et pas du tout très terre à terre comme j'avais pu le mentionner dans le résumé que j'avais en tête dans la vidéo relique. Bref, donc je trouve qu'il y a à la fois des passages très intéressants parce qu'elle fait quelque chose, encore une fois au XVe siècle, qui est encore d'actualité dans notre mouvement féministe, dans nos mouvements féministes, c'est d'aller comprendre pourquoi les figures femmes, figures féminines ont été oubliées, effacées et comment la relecture historique très masculine qu'on peut en avoir dénie ce qu'elles ont pu faire et leur prestige, leur honneur, etc. Je trouve ça quand même très novateur et je m'attendais pas à lire ça. En plus, elle convoque des figures historiques qui ont encore plus été oubliées maintenant qu'on a une époque plus moderne. Donc je trouve ça assez intéressant. Il y a des reines de France que je ne connaissais absolument pas et dont j'ai trouvé ça très intéressant d'en apprendre davantage sur elles. Maintenant, j'ai 2 remarques à faire à ce moment-là du roman et de mon analyse, du roman, de ma lecture plutôt, qui expliquent pourquoi je trouvais, j'expliquais initialement que c'était un petit peu chiant. Premièrement, c'est très philosophique. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse, ou en tout cas, si ça m'intéresse, plutôt en essai, ou en tout cas quand je me suis préparée à lire une œuvre qui n'est pas de la fiction. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est un peu vendu comme un truc entre les deux, et finalement, ça fait très essai dans sa manière dont c'est construit. Donc, voilà, déjà ça me questionne un peu. D'autant plus, et ça découle de cette première remarque, c'est très philosophique, ça a trait à la philosophie de la religion. Vous savez que vraiment les thèmes de la religion, c'est pas un truc qui m'intéresse si ce n'est pas ancré dans une réalité sociologique ou sociale ou politique. Et là, c'est vraiment de la lecture de la Bible, une relecture de la Bible pour montrer où sont les biais masculinistes et sexistes dedans. Ce qui est très intéressant. Sauf que comme la version première ne m'intéresse pas, même la relecture ici m'énerve un peu. Je connais les grands arguments, mais j'ai pas envie de lire ça pendant des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. Voilà, pareil pour d'autres petites choses sur le droit du Moyen-Âge, etc. Du coup, je trouve que là, la distance historique m'embête un peu pour être pleinement dedans. D'autant plus, et ça c'est ma remarque numéro 2, je suis très embêtée par certains aspects de ce féminisme qui est largement daté, qui est un féminisme, peut-être qu'aujourd'hui on dirait blanc bourgeois, mais en tout cas un féminisme de la valeur. Je sais pas comment formuler ça. En fait, toutes les femmes n'ont pas accès à la cité des dames et vraiment plusieurs fois, c'est mentionné que ce ne sont que les femmes qui seraient valeureuses. Comprendre par là, déjà, pas les prostituées, sans qu'il y ait aucun
aucun questionnement sur leurs conditions, leur misère, leur pourquoi elles sont obligées de faire ça, sur les conditions matérielles en fait de subsistance des femmes de classe populaire, ça c'est vraiment pas mentionné. Et la valeur, c'est vraiment des valeurs chrétiennes, des valeurs pour lesquelles on n'a pas, je trouve, en tout cas là où j'en suis dans le roman, déconstruit que ce sont des valeurs apposées par les hommes sur les femmes pour les dominer. Et donc, je trouve qu'il y a des thèmes très novateurs, très modernes, mais en même temps, des choses tellement passées qui me font lever les yeux au ciel. Voilà, donc je suis prise entre ces deux considérations. À la fois, je suis extrêmement surprise, dans le bon sens du terme, d'à quel point c'est nouveau, radical, et qu'il y a des lignes qui n'ont pas pris une ride. Et de l'autre côté, je suis sortie du récit, de ce que je lis, par ces choses très passéistes, très datées. Voilà, et sans compter le fait que pour le moment, on a juste des dialogues philosophiques entre donc ces trois femmes, la raison, droiture, justice, et notre héroïne, notre narratrice. Je m'ennuie un petit peu. Les passages sur la religion, je les ai lus en diagonale. Les passages sur le droit, je pense que je vais faire un petit peu la même chose. Par contre, les passages historiques m'intéressent beaucoup. Donc, tout ça étant dit, parce que ça fait déjà 13 minutes que je blablate sur ce livre en plus, je vais l'avancer, je vais le lire, je vais me forcer à le lire tous les jours, sinon je pense qu'il va être juste posé dans un coin de cet endroit un petit peu étrange de ma bibliothèque où ce n'est pas ma palle, mais ce n'est pas les livres terminés, où on retrouve Feu, abécédaire des féministes, qui est dans cette liste-là. Passons. Et je vais donc me forcer à le lire un petit peu tous les jours, à le picorer, mais je ne cache pas que je vais le lire en diagonale sur certains aspects, parce que ça ne m'intéresse pas. J'espère que la dimension fictionnelle va prendre davantage d'ampleur. Bref, je vous retrouve sûrement soit cet après-midi, soit demain, si j'ai commencé le nouveau livre de cette liste et si j'ai pas trop la flemme d'installer tout ça pour vous filmer un petit point lecture et si surtout j'ai avancé dans mes lectures. Bref, sinon on se retrouve très vite. On est le mercredi 17 septembre et je suis fatiguée et j'ai peu lu. Voilà, ce vlog lecture semble difficile à tenir avec un rythme, mais ça je m'en doutais, de septembre un petit peu chamboulé. Bref, je reviens vers vous pour vous faire un petit point lecture. J'ai quand même des choses à vous dire. J'ai un petit peu avancé La Cité des Dames. J'ai avancé d'une 50aine de pages. J'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment. Donc c'est pas pour ça que je vous reprends. Je vous reprendrai quand je l'aurai avancé. Et j'aimerais bien essayer de le terminer là, cette semaine. On y croit, ça devrait être jouable vu que ma fin de semaine est largement plus light que mon début de semaine. Sinon, j'ai commencé, je vous montre ma liseuse mais ça n'a pas trop d'intérêt, Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye, et c'est du bon Estelle Faye. C'est des livres de cette autrice que j'aime bien. Voilà, je sens que ça me plaît vraiment beaucoup. Et en fait, ça se dévore. J'en suis à 41%. Je l'ai lu essentiellement dimanche soir et un petit peu le lundi soir. Depuis, j'ai pas trop lu. Ça s'enchaîne, ça se dévore. C'est vraiment haletant. J'aime bien, et donc de quoi ça parle, je crois vous avoir fait un petit résumé assez succinct. Mais maintenant que j'ai lu quasiment la moitié du livre, on va pouvoir en parler un petit peu plus sérieusement. Il y a bien une histoire de piraterie, il y a bien une histoire de relations lesbiennes et il y a bien une histoire de changement, de bouleversement. Maintenant, comment ces trois aspects sont liés entre eux, c'est très simple. En fait, avec l'exploration spatiale, on a terraformé énormément de planètes et on a exploité ces planètes à travers des compagnies capitalistes, des entreprises capitalistes qu'on nomme les compagnies. Et progressivement, les compagnies ont pris leur autonomie et indépendance vis-à-vis des gouvernements et des populations, notamment de ces planètes terraformées, pour créer une sorte d'oligarchie ou de gouvernement par l'argent dans cette galaxie. Donc on est vraiment dans de l'astrocapitalisme pur et dur. Dans ce monde-là, on a des vestiges un petit peu de la piraterie, de la grande piraterie, à savoir des individus qui œuvrer pour des thèmes qui sont chers à Estelle Faye, à savoir la justice sociale, l'égalité, le libre accès aux ressources nécessaires comme l'eau par exemple, la nourriture. Et cette piraterie, comme vous vous en doutez, a été combattue
a été repoussé dans les marges jusqu'à être un dernier mouvement sporadique de rébellion et de révolution. Dans ce contexte-là, il y a initialement au début de notre livre, de notre histoire, quelques pirates qui sont tués suite à des émeutes. Et nous, on va suivre deux personnages. La première s'appelle Dan et c'est cette fameuse serveuse dont je vous parlais dans un bar, dans une planète un petit peu particulière et oubliée, qui va un soir, sans trop s'en rappeler, et c'est d'ailleurs assez ironique, elle va chanter une chanson en langue ancienne, donc on prenait notre langue à nous, à la mémoire de ces pirates fusillés récemment. Et ça va faire d'elle une persona non grata pour les compagnies qui veulent la chasser et l'emprisonner. Et elle va s'enfuir avec, c'est vraiment pas le bon terme, mais je veux pas tout vous raconter, mais elle va s'enfuir avec une autre femme qu'on a aperçue brièvement dans ce bar. Et en fait, cette dame a un passé assez lourd, elle s'appelle Liliane, et elle a un passé assez mystérieux et très vite la relation entre ces deux femmes va permettre, même si le procédé d'écriture et donc de narration est assez évident, moi j'aime vraiment beaucoup comment c'est amené du coup et ce qu'on apprend. Donc en fait par les questions de Dan à Liliane, on va en apprendre davantage sur son passé et en fait son passé c'est une femme qui a fait de la piraterie, qui est assez connue dans ce monde-là, dans cet univers-là et en fait elle fuit de planète en planète pour échapper aux compagnies. On ne sait pas trop pourquoi, elle non plus elle ne sait pas trop, il y a des zones d'ombre dans son passé, il y a des problèmes avec sa mémoire, là je sais pas encore quoi, mais j'aime bien l'univers, j'aime bien la relation qui se joue entre les deux, parce qu'on a d'un côté Dan qui connaît Liliane des histoires qu'elle a pu lire quand elle était enfant, et du coup qui l'idéalise un petit peu et qui essaie de comprendre toutes les zones d'ombre autour de ce personnage, ma foi très complexe, et en plus elle est naïve, Dan, vraiment elle fait plein de bêtises, elle est naïve, et je trouve que ça rend la dynamique assez intéressante, puisque de l'autre côté on a Liliane qui est assez froide, assez dure au premier abord. On sent qu'elle a une carapace qu'elle s'est forgée assez épaisse pour se protéger. Elle a dû vivre des choses vraiment pas sympas et pas faciles à vivre dans sa vie. Et donc elle se protège grâce à cette carapace. Et en même temps, elle a ses zones d'ombre parce qu'elle est hantée par des bouts de son passé. Il y a des choses dont elle ne se souvient plus et elle sait que c'est important de s'en souvenir, que ça pourrait être important pour elle de s'en souvenir. Et en même temps, même s'il y a une attirance un petit peu indéniable entre les deux femmes, elle se reconnaît aussi beaucoup en Dan, elle se voit elle-même à son âge en fait. Et je trouve ça intéressant parce que leur relation elle est multiple et on joue pas juste sur une relation de séduction, d'attirance. Je trouve qu'il y a plusieurs couches à leur relation et c'est assez intéressant. Et voilà, voilà ce que je peux vous dire donc sur les nuages de Magellan. Le programme c'est de terminer les nuages de Magellan et d'avancer la Cité des Dames assez rapidement et j'ai pas encore eu mon livre numéro 3 pour ce vlog que j'ai acheté, je vous disais, d'occasion. J'attends qu'il arrive et j'aimerais bien que les choses s'enchaînent assez facilement et donc d'avoir fini ces deux livres là pour pouvoir attaquer le tome 3 pas du tout, attaquer le livre numéro 3 de ce vlog vu que j'avais très envie de lire 3 livres dans ce vlog. Bref, trêve de blabla et on se retrouve très vite pour parler de mes lectures. Vraiment dans ce vlog j'ai des têtes, ça va pas du tout. Bref, on est là pour parler de littérature, au final on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, déjà rebonjour. On est le vendredi 19 septembre et on est en fin de journée, ce qui explique aussi cela. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé La Cité des Dames de Christine de Pizan, ce qui est vraiment pas mal. Il était, je sais pas si je l'ai précisé, mais sans doute avez-vous remarqué qu'il était dans ma palle des reliques pour ce mois de septembre, donc au moins j'aurais sorti une des reliques. Et il était aussi dans ma palle du Poulverse Challenge. Au moment où je tourne cette vidéo, la vidéo du Poulverse Challenge, ma pile à lire n'est pas encore sortie. Mais vous, au moment où vous regardez cette vidéo, normalement vous l'avez vue. Les joies de la planification de vidéos, bref. Je reste sur ce que je vous ai dit au clip précédent, j'ai pas 1000 choses de plus à rajouter. Je trouve ça à la fois très moderne dans les thèmes qui sont abordés et en même temps très emprunt, mais
En même temps, ça reste logique vis-à-vis du contexte, empreint de moralité chrétienne, de valeurs chrétiennes, ce qui, moi, me correspond pas quand on parle de féminisme. En même temps, je peux pas reprocher à Christine de Pizan d'être vraiment emprunt, pétri de christianisme, alors qu'elle écrit au Moyen-Âge. Mais vraiment, il y a des choses extrêmement modernes. Pour ce qui est de l'argumentation, j'ai trouvé ça aussi à la fois très intéressant et très répétitif. Vraiment, mon ressenti de cette lecture est un ressenti ambivalent. De la même manière que ça joue entre modernité et tradition, je trouve, sur le fond, enfin, ça joue, ça l'est, il y a des choses qui sont extrêmement modernes, il y a des choses qui ont extrêmement mal vieilli, sur la forme également. En fait, elle va prendre des thèmes, par exemple les femmes en politique, et il va avoir une succession d'exemples pour nous prouver que l'argument sexiste est sexiste en fait, et n'est pas la vérité absolue, et cela va passer par cette multitude d'exemples. Au premier exemple, on a compris, la répétition des exemples est un petit peu long et alourdit vraiment l'argumentation au fur et à mesure. En fait, il y a des fois où je lisais que les titres en me disant oui, ça c'est bon, je connais. Et je passais parce qu'il n'y avait rien de très nouveau. Après, ce que je trouve hyper intéressant, et c'est vraiment un texte argumentatif plus que fictionnel, en tout cas par rapport à ce que j'avais pu imaginer ou me faire comme idée à propos de la 4e de couverture et du résumé qu'il y a derrière. Cette cité des dames, elle est forgée par la réflexion, par ces questionnements autour de quelle cité on veut faire advenir et quelle femme on veut y mettre. Là encore, petite parenthèse, je vais essayer de pas me perdre dans ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ce que je vous disais initialement, en fait, ça trie les femmes, et certaines femmes ne sont pas dignes de rentrer dans cette idée. Comprenez par là qu'elles ne sont pas suffisamment valeureuses au regard de ces valeurs chrétiennes, encore une fois, qui ne sont pas du tout remises en question ou questionnées ou réfléchies, ou en tout cas il n'y a pas de réflexivité là-dessus. Et donc cette cité des dames, je vous disais, elle est érigée par ces questions-là et du fait de ces questionnements-là, et aussi on y convient, en tout cas Christine et les fameuses 3 personnages, raison, droiture et justice, y conviennent dans cette cité l'ensemble des femmes mobilisées pour défendre leurs propos d'argumentation. Donc c'est ça en fait cette cité des dames, et on a un joli, vraiment à la fin très joli panel de femmes qui ont marqué l'histoire et pour la plupart qu'on a oublié, donc du coup ça sert un petit peu leurs propos. Sauf que le procédé d'argumentation marche très bien, mais répété sur 350 pages, ça devient un petit peu lassant, cette succession finalement de portraits historiques. Bref, je suis contente de l'avoir lu, je l'ai vraiment picoré par certains moments, mais j'ai une vision assez claire de ce qu'elle voulait dire, où est-ce qu'on va avec ce livre, les idées défendues, et surtout, je suis extrêmement contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert, et je sais pas, est-ce qu'on parle de traduction quand c'est pas écrit dans un français moderne et qu'on met ça en langage moderne? Je sais pas, mais il y a le mot matrimoine par exemple qui est mentionné, et je trouve cette idée extrêmement nouvelle. Encore aujourd'hui, on ne parle pas de matrimoine, et dans un texte qui date du XIVe siècle, je trouve ça encore plus moderne. Bref, la langue est largement accessible, et vraiment là le travail de la maison d'édition, donc ici c'est le livre de poche, vraiment très bien, pour ça très accessible, y compris par un public plutôt jeune. Je me dis que, alors pas lire l'entièreté du texte parce que c'est vraiment assez redondant encore une fois et par certains aspects assez chiant, mais le faire lire à des collégiens, collégiennes ou des lycéens, lycéennes, c'est vraiment possible parce que la langue est accessible, le registre de langue est accessible et les thèmes parlent à un public plutôt moderne. Donc voilà, écoutez, au moins c'est sorti, ça valide une catégorie de mon Poulverse Challenge, ça valide une catégorie du challenge des reliques, c'est déjà pas mal. Et une autrice connue. Par contre, du coup, est-ce que c'était vraiment la SFFF ? Pas vraiment. Donc je suis un petit peu embêtée. Autant le laisser là jusqu'au bout. On va dire que ce qu'elle imagine est de la fantaisie pure et dure. Et j'ai aussi fini aujourd'hui, et je pense que c'est à peu près mon rythme de lecture de septembre, à voir si j'arrive à le maintenir sur l'année, mais j'avance pas mal de lectures, notamment plusieurs lectures en parallèle dans la semaine, et le vendredi après-midi, et j'arrive à la fin de mes livres, et donc j'en termine plusieurs. Ici, j'ai aussi terminé Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye. J'ai passé un très bon moment de lecture,
Vraiment, le livre se dévore tout seul. C'était du très bon Estelle Faye. Pour moi, ça vaut pas Les Seigneurs de Bohême, mais je crois que c'est le summum en termes de ce qu'elle a pu faire. C'est vraiment sa pièce maîtresse, cette duologie. Donc bref, dans Les Nuages de Magellan, j'ai retrouvé ce que j'aimais d'Estelle Faye, y compris les thèmes, je vous disais, l'anticapitalisme, réfléchir à ce qu'est l'astrocapitalisme, réfléchir aux inégalités sociales, qu'elles soient liées à des ressources économiques, mais aussi à des ressources naturelles et en fait aux besoins primaires, se nourrir, se loger, être éduqué, etc. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup parce que Estelle Faye est une autrice engagée et ça se ressent dans ses textes et c'est vraiment très cool. On suit deux femmes. Pareil, ça aussi, c'est assez intéressant. Je trouve qu'elle aborde énormément de choses intéressantes politiquement. Et c'est ça que je vais retenir du livre. Le prétexte de la piraterie, en fait, qui est un thème qu'elle aime bien, parce qu'elle en parle très souvent, et la manière qu'elle a trouvé et l'outil fictionnel pour ces questions-là. Moi qui n'adhère pas du tout aux tropes des pirates, vraiment, je suis insensible. Ça, c'est pas vraiment pas pour moi. Ça m'a plu. Et j'ai été prise dans l'histoire, donc vraiment très cool. Il n'y a pas de relation lesbienne entre ces deux femmes, pas vraiment en tout cas, mais elles ont une relation que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui est très complexe, qui est très intéressante à lire et à aller creuser. Et il y a des retournements de situation que je vais pas évidemment vous spoiler, que j'ai pas vu venir, et du coup, je trouvais ça très intéressant. J'ai été prise dans le récit, c'était haletant, c'est un bon livre en fait. Et encore une fois, c'est divertissant et c'est engagé en même temps, et c'est écrit par une autrice et c'est de la SFFF francophone. Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, c'est pas un coup de cœur. Je sais pas si ça va rester dans les annales, mais si quelqu'un me demande un livre un petit peu symbolique de ce que peut faire Estelle Faye, je trouve que celui-là lui correspond. Je parle comme si je la connaissais personnellement, mais en tout cas de ce que j'ai pu lire et voir d'elle, je trouve que c'est le livre vraiment qui symbolise un petit peu qui elle peut être, en tout cas en tant qu'écrivaine, donc je suis très contente de l'avoir lu. C'est du Planet Opera et du Space Opera, vraiment les deux. C'était parfait, j'ai bien aimé découvrir les planètes, j'ai bien aimé voyager avec cet équipage, parfois de bras cassés, mais ma foi, au demeurant très sympathique. Et donc, trêve de blabla, j'ai fini deux des livres qui étaient sur cette liste assez gigantesque. J'ai pas récupéré encore le troisième livre, Mystère, il est arrivé, mais voilà, j'ai pas eu le temps d'aller le chercher aujourd'hui, enfin j'ai pas pris le temps, ça rentrait pas dans mon planning, bref, je vais le chercher demain, le commencer dans la foulée, mais entre-temps, je vais commencer un autre livre, un essai. Je le mentionne parce que ça s'applaudit. C'est le livre de Lorraine Bastide. J'ai pas prêt avec moi parce qu'il n'est pas dans la thématique de ce vlog. Et donc, soit je suis complètement, et j'y crois, dans le livre de Lorraine Bastide et j'ai du mal à le lâcher. Et du coup, je vous reprendrai pour le troisième livre de cette vidéo après ma lecture. Soit j'alterne les deux et donc je le commence dès que je le récupère, à savoir demain après-midi. Je sais pas, on verra. Et pour vous, à dans quelques secondes. Bonjour, je vous reprends pour vous parler enfin du troisième livre qui va rentrer dans ce vlog lecture. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Pour recontextualiser, on est le mercredi 24 septembre et depuis lundi, j'ai attaqué cette nouvelle lecture. Ne vous inquiétez pas, ça avance. On dirait pas comme ça, mais c'est juste que le début de semaine est chargé et qu'il est plus évident pour moi de vous prendre en fin de semaine. Bref, mais j'ai lu et j'ai vraiment bien lu. Parce que j'ai commencé, donc vous le voyez, Imlis d'Emmanuel Chastelaire. J'avais vraiment trop hâte de le découvrir. C'est un livre de fantasy uchronique, soit un de mes genres préférés en fantasy, on y reviendra. C'est écrit par un auteur français, donc ça rentre parfaitement dans le Poulverse Challenge. Donc ça c'est fait, on va valider des challenges, c'est vraiment trop cool. Et en plus, ça parle d'une de mes périodes historiques préférées, à savoir l'Antiquité. Et notamment tout ce qui a trait à l'Antiquité romaine, j'aime vraiment beaucoup. Même si j'y connais pas forcément grand chose à chaque fois, et là sur cette période j'avais que des petites bribes. C'est donc l'histoire de Imlis qui est une princesse ibère, donc entendez par là de la péninsule ibérique, donc vers l'Espagne à peu près. À l'époque, on est en 218 avant Jésus-Christ, on est au moment où l'Empire romain prend de plus en plus, enfin la civilisation romaine prend de plus en plus d'espace, notamment maritime, et va se confronter à la puissance de Carthage. Carthage dont la puissance avait déjà été érodée, si je dis pas de bêtises, lors des guerres avec les Grecs, mais les Carthaginois et les Romains s'affrontent lors de 3 guerres
qu'on qualifie de guerre punique. Donc ça c'est le contexte. Nous on est à la veille de la deuxième guerre punique. La première a été remportée par les Romains avec un affrontement quand même massif, et je crois que c'est à ce moment-là où les Carthaginois perdent le droit de naviguer ou le droit d'avoir certains territoires. C'est un petit peu flou dans ma tête, mais bref, c'est ce que je vous disais, je suis pas au clair sur tous les aspects historiques, on va y revenir. Et on est donc, je vous disais, à la veille de cette deuxième guerre punique. On va suivre donc, nous, Imlis, qui est la femme d'un personnage historique très connu. C'est Hannibal qui va passer les Alpes, avec ses troupes d'éléphants pour aller attaquer Rome, notamment. Passage pour la petite anecdote que moi j'ai traduit en latin au collège, donc ça évoque des souvenirs qui sont là, mais assez lointains. Et donc nous on va suivre Imlis, qui est envoyée au début de la guerre à Carthage, ville qu'elle ne connaît absolument pas, dans la demeure de sa belle famille. Et franchement c'est un petit peu la cata pour elle, parce qu'elle connaît personne. Elle doit naviguer entre les diverses factions politiques, entre les factions qui veulent la guerre et celles qui n'en veulent pas. Elle a la figure de son mari qui est un général sur qui repose un petit peu la victoire de la ville. C'est assez compliqué pour elle, et en fait il n'y a que des faux-semblants, des personnes hypocrites, et elle a du mal à savoir qui peuvent être ses alliés, en tout cas là où j'en suis. Je n'ai pas précisé que j'ai déjà lu quasiment un tiers du livre, je suis à la page 210 sur les quasiment 600 que comporte le livre, donc vraiment ça se dévore, parce que je l'ai commencé encore une fois lundi, c'est vraiment trop bien. Bref, pour le moment on en est là, elle est arrivée à Carthage, elle navigue un peu entre les différentes communautés politiques, on va formuler ça ainsi. C'est de la fantaisie historique parce que du coup la vie de cette personne n'est pas connue, en tout cas pour le moment. Manuel Chastellaire, même s'il fait un travail sourcé, il romance en partie la vie de cette personne dont on n'a pas des sources historiques complètes sur elle. Peut-être qu'il va y avoir d'autres aspects, mais vraiment, je vous renvoie à ma vidéo sur la fantaisie historique. Il y a vraiment l'idée dans la fantaisie historique, soit d'un ajout de quelque chose, dans le cadre de la fantaisie vraiment pure et dure, ça peut être de la magie, des espèces, par exemple des orques, etc. Mais il y a aussi l'idée qu'on n'est pas dans une retranscription à 100% réel d'un univers, d'une période, etc. Et c'est dans cette vidéo d'ailleurs que j'avais mentionné l'envie de découvrir ce roman. Bref, j'ai l'impression qu'il va peut-être se passer un truc avec les dieux, déesses, parce qu'ils sont quand même mis présents, à voir s'il va y avoir une dimension plus magique dans ce livre-là. En tout cas, ça se lit vraiment très bien, alors que j'avais pas toutes les références historiques. Donc je me suis renseignée. Encore une fois, merci si tu passes par là pour les réponses à tes questions. Tu te reconnaîtras, les réponses à mes questions plutôt. Et j'ai pas mal aussi fait de recherches. C'était un petit peu laborieux au début pour savoir qui, quoi, où, comment, parce que j'avais vraiment l'impression d'être jetée dans un grand bain sans savoir où j'étais. Mais une fois qu'on a tous ces éléments en tête, donc ceux que je viens de vous expliquer en gros, c'est plutôt facile de comprendre, et vraiment le texte est assez fluide, c'est très sympa à lire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand chose de plus. L'idée c'est de le terminer dimanche. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un point de lecture si jamais il se passait quelque chose vraiment d'incroyable, si on sortait un petit peu de ce schéma de la vie de cette jeune femme, ma foi assez difficile. Et sinon je vous reprends peut-être dimanche quand je l'ai terminé pour vous faire le bilan de ce livre-là. Mais sachez que j'aime vraiment beaucoup ma lecture, que c'est très agréable d'y retourner. Et donc c'est ce que je m'apprête à faire, je vais continuer ma lecture. Bonjour, on est le samedi 27 septembre et ça fait bien longtemps que je vous ai pas pris pour ce vlog. Je ne vous ai pas abandonné, rassurez-vous. J'ai terminé aujourd'hui même, il y a quelques dizaines de minutes, on va dire, Imlis d'Emmanuel Chastellaire, qui était un gros bébé de 580 pages. Donc vraiment, je l'ai étalé sur la semaine et j'ai trop aimé. Je crois vous avoir pris mercredi. Ouais, donc en fait pour vous c'est pas si long, mais moi les jours m'ont paru beaucoup plus longs. Bref, plein de bons moments de lecture. Donc je reviens dans ce vlog pour vous parler évidemment de cette lecture, ce que j'en ai pensé, aussi un peu de l'histoire. Et après clôturer ce vlog, ma foi ça sera déjà pas mal. Premièrement, le livre, on va faire les choses dans l'ordre. Donc dans ce livre, je vous disais, on suit cette princesse Iber qui s'appelle
Imlis et elle arrive à Carthage. Et elle va être en fait au milieu des intrigues géopolitiques de la ville de Carthage entre la faction de sa famille, les Barca, la famille d'Hannibal, son mari, famille pro-guerre, famille qui croit fermement en la victoire face à Rome, et de l'autre côté, ceux qu'on nomme les conservateurs, ceux qui ne veulent pas gaspiller les ressources de la ville dans cette guerre et plutôt faire un traité de paix, signer un traité de paix avec Rome et utiliser ces ressources à d'autres escients. Comprenez par là que nous avons deux clans extrêmement riches, extrêmement puissants, mais des clans d'hommes en fait, même s'il y a des personnages féminins, j'y reviendrai, et le peuple, bien qu'il l'a d'une certaine manière voit au chapitre dans les instances politiques, dans certaines instances politiques de la ville, ses intérêts ne sont pas pris en compte. On est loin d'une démocratie. Donc voilà, c'est vraiment des puissants qui s'affrontent pour leur intérêt propre et soi-disant pour l'intérêt de la ville. Nous, dans ce livre-là, on va rencontrer évidemment ces hommes, mais surtout les femmes qui intriguent dans l'ombre, intriguent au sens positif parce qu'elles participent vraiment à ces intrigues politiques, notamment la mère d'Hannibal, qui a un nom difficilement prononçable, qui va tout faire pour nouer des alliances politiques afin de récolter un maximum d'argent, de lever un maximum de fonds pour faire parvenir cet argent à son fils, acheter des mercenaires afin que la guerre de Carthage contre Rome continue. On va suivre aussi une autre femme qui participe à ces intrigues, manigances politiques, mais en jouant sa carte du côté de la religion. Et bien sûr, nous allons suivre la princesse éponyme Imlis, qui elle se retrouve un petit peu ballottée malgré elle entre les deux camps et qui décide par moments de redevenir agente de sa propre vie, de regagner en agentivité. J'ai trouvé dans ce texte pas mal de propos intéressants, d'arcs narratifs intéressants, assez féministes. Je m'attendais pas à lire quelque chose d'aussi engagé sur certaines des questions, notamment sur la volonté d'enfanter, sur les relations entre femmes, notamment des relations amoureuses, sur la place de ces femmes dans la politique et à quel point finalement la place qu'elles ont dans l'ombre n'est pas la juste représentation et la juste valeur, le juste honneur de la place qu'elles méritent. Donc vraiment, j'ai trouvé ce texte très plaisant à lire. C'était vraiment un page-turner. J'ai pas vu les pages défiler alors que quand même c'est une brique, je le redis. J'ai bien aimé, j'ai vraiment aimé l'ambiance, j'ai aimé suivre en fait cette personne et la découvrir et en même temps, à travers son regard, découvrir la ville, découvrir donc Carthage mais aussi ses intrigues. Et j'ai trouvé qu'il y avait des propos assez intéressants, notamment sur Carthage qui est omnubilé, que ce soit les deux factions d'ailleurs, par la Méditerranée, par l'Ibère, donc la péninsule ibérique, par Rome, mais aussi un peu par la Grèce, et qui on oublie en fait les autres peuples de ce qui va devenir l'Afrique du Nord, peuples qui pourraient en fait grandement l'aider et constituer des alliés, que ce soit dans sa guerre vis-à-vis de Rome ou alors pour bâtir une ville solide, une ville riche, une ville puissante qui pourrait du coup rayonner comme ça, non pas vers la Méditerranée, comme c'était assez important à l'époque, assez valorisé, mais rayonner plutôt vers son continent et cette région-là. C'était une très bonne lecture, vraiment, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que par moments, il y avait quelques petits passages un petit peu longs ou qui m'intéressaient un petit peu moins, mais vraiment, dans l'ensemble, je ne me suis pas ennuyée. C'était une lecture très plaisante, très divertissante, et j'ai vraiment aimé découvrir la vie de cette princesse que je ne connaissais absolument pas. Donc je suis allée voir la page Wikipédia, vous allez me dire c'est pas la source la plus fiable sur le sujet, mais je crois pas qu'il y avait de notes, vous savez, de notes dont il aurait pu se servir pour étudier la question. Il y avait ça dans le livre de Jean-Laurent Del Socorro, dans le titre Boudica, et j'étais allée feuilleter les quelques références qu'il y avait, et là il n'y en avait pas, donc je suis allée sur Wikipédia comme la plupart des gens, bref, et la vie est très romancée de cette Imlis, très imaginaire. Et vraiment on rentre pile poil dans la fantaisie historique parce que là il y a aussi des choses qui flirtent avec le fantastique. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que c'est l'intervention des dieux et des déesses ou pas? Donc il y a ce côté-là qui rentre dans fantaisie historique, mais vraiment de ce que disait la page Wikipédia, cette princesse n'a jamais quitté sa région, en tout cas elle n'est jamais arrivée à Carthage, elle n'a jamais rencontré sa belle famille.
Elle a eu un fils qui s'appelle Aspar, si elle aurait eu en tout cas un fils. Si vous avez lu le livre, le prénom vous évoque un autre personnage et je trouve ça assez marrant comment il y a ce renversement historique. Donc elle aurait eu un fils avec Hannibal qui serait appelé Aspar, qui est mort assez rapidement d'une maladie et elle aussi a priori. Donc elle aurait jamais vu Carthage et là c'est un peu la vie imaginée de cette princesse si elle avait été à Carthage. En fait, un peu le prétexte de ce voyage de cette demoiselle pour aller rencontrer sa nouvelle ville, sa nouvelle patrie, sa nouvelle famille, pour nous découvrir un petit peu la vie et la géopolitique de Carthage. Bref, voilà pour ce livre. Ça conclut donc avec cette lecture les 3 livres que je m'étais imposés, c'est un bien grand mot, mais on se sait imposé pour ce défi de lecture qui est pleinement relevé. Et je suis extrêmement contente de diminuer cette petite liste qui traduisait non pas de la malhonnêteté, mais des promesses non tenues, on va dire ça ainsi, on va le formuler ainsi. Il en reste plus beaucoup, il en reste 4 si je ne me trompe pas. Au pire, je mettrai le nouveau chiffre au montage, j'écrirai le nouveau chiffre au montage. Bref, et l'idée c'est de la faire disparaître, de la faire tourner, sachant que j'ai plus beaucoup de ces livres, de ces titres dans ma pile à lire. Mais voilà, je me dis que si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire et peut-être que je ferai un épisode 2 où je lirai les autres livres d'ailleurs. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que les livres que j'ai lus, que ce soit La Cité des Dames de Christine de Pisan, Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye ou encore Imlis d'Emmanuel de Chastelière vous auront donné envie parce que c'était des bonnes lectures quand même dans l'ensemble. Je suis extrêmement contente de les avoir découvertes. Bref, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez regarder une autre de mes vidéos si le cœur vous en dit. À la semaine prochaine. En attendant, faites de bonnes lectures. Au revoir.